Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 7h à Bamako, 4h à Belém au Brésil. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité et les titres. Le Salon international de la défense et de la sécurité s'ouvre demain mardi à Bamako. Au-delà de l'exposition des armes de pointe, le rendez-vous promet de réfléchir et de proposer des solutions pour mieux combattre les groupes terroristes. Au Burkina Faso, les stations-service doivent obligatoirement installer des caméras de surveillance au plus tard le 1er janvier 2026. Objectif de la mesure, assécher les sources de financement du terrorisme dans le pays. La conférence des Nations Unies sur le climat s'ouvre ce lundi à Belém au Brésil sur un constat alarmant. La planète est en voie de franchir la limite de réchauffement d'1,5 degré Celsius fixée par l'accord de Paris selon les scientifiques. La Maison-Blanche déroule ce lundi les tapis rouges au président syrien par intérim. Ahmed Al-Shara rencontre son homologue américain Donald Trump au menu la signature d'un accord pour rejoindre la coalition antiterroriste menée par les États-Unis. Dans l'actu des sports, la deuxième journée des matchs de groupe de la Ligue des champions d'Afrique féminine débute demain mardi. Après sa victoire sur les Équato-Guinéennes 2-1 lors de la première journée, l'USFAS affronte les phares de Rabat à 16h temps universel. C'est tout pour les titres. Sachez d'abord que les cours reprennent ce lundi au niveau de tous les ordres d'enseignement après 2 semaines de suspension dues à la pénurie de carburant. Le ministre en charge de l'Éducation nationale se rend tout à l'heure dans certains établissements de la capitale pour constater l'effectivité de la reprise. Nous y reviendrons dans notre édition de 13h avec notre spécialiste maison Fademba Keita. Cela dit, Bamako ouvre ses portes à l'expertise internationale au ministère en matière de défense et de sécurité. Les premiers salons consacrés à ces secteurs stratégiques s'ouvrent demain mardi dans la capitale. Décideurs, chefs militaires, experts du domaine se retrouvent pendant 4 jours pour réfléchir ensemble sur les défis sécuritaires du moment et envisagent ensemble des solutions pour y faire face. Le salon sera également animé par l'exposition des équipements militaires de pointe. Un rendez-vous aux multiples enjeux, nous dit Bemba Sibi. L'axe Bamako-Ankara se renforce. Au-delà des engagements, des actions concrètes de développement et de sécurité sont posées. Et la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité de Bamako, BAMEX 2025, en est une belle illustration. L'excellente relation de coopération avec la Turquie, fondée sur la confiance, a favorisé l'organisation de cet événement à portée stratégique majeure. Stratégique car organiser le BAMEX 25, c'est d'abord montrer la volonté des autorités de trouver des solutions modernes et innovantes pour une meilleure protection des personnes et de leurs biens, mais aussi préserver l'intégrité territoriale. Colonel-major Oumarou Maïga, chargé de la coopération au ministère de la Défense et des Anciens combattants. Le BAMEX 2025, qui se tiendra du 11 au 14 novembre prochain à Bamako, offre une plateforme unique pour valoriser le dialogue stratégique entre décideurs, experts, chercheurs et praticiens. Le BAMEX 25 est un salon de promotion et de présentation des technologies de défense. Il permet au Mali et à l'Afrique tout entière de renforcer leur partenariat stratégique tout en positionnant le Mali comme un hub régional en matière de défense et de sécurité. Le BAMEX ouvre à l'Afrique des innovations mondiales en matière de défense et de sécurité, ce qui va certainement contribuer à renforcer les partenariats bilatéraux et multilatéraux essentiels dans un domaine aussi sensible que la sécurité. L'attractivité du Mali est aussi renforcée car le BAMEX 25 est une plateforme unique en Afrique où se rencontrent forces armées, gouvernements, industriels, experts et médias pour découvrir les dernières innovations technologiques en matière de défense, échanger sur les stratégies de sécurité et établir des partenariats. Le choix du Mali pour abriter ce salon. Général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. N'est pas un hasard. En effet, notre pays occupe une place centrale au Sahel et en Afrique de l'Ouest et constitue aujourd'hui un carrefour stratégique pour la coopération internationale en matière de défense et de sécurité. Accueillir BAMEX 25 ici, c'est reconnaître le rôle majeur du Mali dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain. Les défis et les enjeux en matière de défense et de sécurité évoluent très rapidement. Nous avons le devoir d'anticiper les risques et menaces qui éprouvent nos États et d'y apporter les réponses les plus appropriées pour le bonheur de nos populations dont la seule quête
est de vivre dans un environnement sécurisé. Le Salon international de la défense et de la sécurité de Bamako s'annonce comme le plus grand rendez-vous de défense d'Afrique en termes d'envergure, de portée et d'importance stratégique. L'événement s'ouvre ce 11 novembre pour 4 jours, 2 jours consacrés à l'exposition de technologies et matériels, de conférences et tables rondes et 2 jours de démonstrations et d'ateliers pratiques. Le BAMEX 25, ce sont des solutions innovantes pour la défense et la sécurité dans un contexte marqué par de multiples menaces sécuritaires. Et le challenge de cette première édition est de mettre l'Afrique au cœur des innovations mondiales de défense. Oui, de la défense à l'agriculture, franchissons un petit pas pour nous rendre à l'office du périmètre irrigué de Bagneda, à une trentaine de kilomètres de Bamako. Là, on expérimente de nouvelles variétés de semences et de pesticides. Une équipe de supervision était hier sur le terrain pour constater l'impact des innovations introduites en matière de riziculture. Notre envoyé spécial Tchomgo Konaté était de la visite. Office du périmètre irrigué de Baginda, une superficie de plus de 80 hectares, abritant des champs de riz appartenant à différents producteurs de la circonscription. Producteurs qui expérimentent depuis 2 ans de nouvelles variétés de semences et de pesticides à eux proposés par le Centre régional de recherche agronomique de Sikasso, une structure relevant de l'IER, l'Institut d'économie rurale. À titre d'exemple, nous sommes dans les champs d'un nommé Bakary Doumbia, où l'impact des innovations se fait déjà sentir. Bakary Doumbia est riziculteur. Ils nous ont apporté de nouvelles variétés de semences qui résistent à la cécidomie, qui est une maladie. Nous les avons expérimentées en plus des pesticides. Certaines variétés ont été pulvérisées, d'autres ne l'ont pas été. Nous avons constaté une nette amélioration. Modibo Baliando Sangare, chercheur à l'Institut d'économie rurale. Il s'agit de nouvelles variétés créées par l'IR, des variétés performantes et à haut potentiel de rendement. Ensuite, le deuxième test de démonstration a porté sur une approche de gestion intégrée contre la cécidomie africaine du riz. Alors, cette approche de gestion intégrée combine les variétés performantes développées par l'IR en association avec l'huile de Nîmes, un biopesticide dont la matière active, c'est de l'azadiractine, a des propriétés insecticides, des propriétés insectifuges et des propriétés anti-appétants. Alors, cette molécule azadiractine contenue dans l'huile de Nîmes, combinée aux variétés dans un dispositif de lutte intégrée, permet de contrôler de manière efficace la cécidomie africaine du riz. C'est également une méthode très écologique puisque ça permet de préserver l'environnement. Des avancées majeures en matière rizicole qui découlent d'une volonté de faire de la recherche et de l'innovation des actions perpétuelles. L'initiative s'inscrit dans la mise en œuvre du programme de résilience du système alimentaire en Afrique. Il s'agit à terme de contribuer à assurer l'autosuffisance alimentaire au Mali. Modibo Baliando Sangare, chercheur à l'Institut d'économie rurale. Nos technologies contribuent à booster le rendement du riz, puisque les variétés habituelles cultivées par les producteurs, comparées à nos nouvelles variétés, vous verrez qu'il y a une différence d'1,5 tonne à 2 tonnes par hectare. Sentiment de satisfaction donc pour les producteurs et l'équipe de supervision qui espèrent tous cette année une augmentation substantielle des rendements. A souligné que le programme de résilience du système alimentaire en Afrique a démarré en août 2024 et s'étend sur 3 ans. Et voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors des frontières maliennes. Première escale, le Burkina Faso, où les stations-service doivent obligatoirement installer des caméras de surveillance. Dans une note, le ministre de la Sécurité enjoint les gérants des stations à mettre ces dispositifs en place au plus tard le 1er janvier 2026. Une mesure qui fait suite à la rencontre avec les distributeurs et gérants des stations-service. Ces derniers s'étaient engagés à soutenir la lutte pour l'assèchement des sources de financement du terrorisme au Burkina Faso. Ces caméras devront être en mesure de conserver au moins 2 mois d'enregistrement. Les dispositions nécessaires seront prises pour veiller à l'application de la mesure, prévient le ministre en charge de la sécurité. De la sécurité à la politique, pour évoquer cette nouvelle sortie du candidat malheureux à la dernière présidentielle au Cameroun, Issa Chiroma Bakary. Il donne 48 heures au pouvoir pour libérer toutes les personnes arrêtées dans le cadre de la crise post-électorale, sans quoi le peuple se retrouvera en situation de légitime défense, menace l'opposant camerounais. Dans une nouvelle vidéo diffusée hier, Issa Chiroma Bakary accuse le pouvoir de pratiquer, je cite, un gangstérisme d'État.
Une autre sortie qui n'est pas passée inaperçue, c'est celle de l'ex-ministre de la Justice congolais. Constant Mutomba publie depuis sa cellule une lettre ouverte au peuple congolais et au peuple d'Afrique. Dans ce texte, l'ex-garde des Sceaux dénonce un procès politique qui qualifie d'injustice et de complot visant à l'éliminer de la scène politique. Il avait été condamné à 3 ans de travaux forcés pour avoir tenté de détourner près de 20 millions de dollars alloués à la construction d'une prison à Kisangani, des faits qu'il ne cesse de contester. Nous restons à RDC où le programme alimentaire mondial alerte sur l'aggravation de la crise humanitaire dans l'est du pays. L'alerte de la PAM intervient au lendemain de la publication d'un nouveau rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, dans lequel le groupe d'experts internationaux souligne que près de 25 millions de personnes à RDC sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Le financement des opérations est également en crise. Sans un soutien de 350 millions de dollars pour les 6 prochains mois, les aides pourraient tomber à 300 000 personnes, soit 10% des besoins selon l'agence onusienne. Un autre pays en proie à la crise humanitaire, c'est le Soudan. Le président du Conseil souverain Abdel Fattah al-Burhan vient de se rendre à Al-Daba, une ville qui accueille des civils ayant quitté El Fasher, une localité qui est passée sous le contrôle des forces de soutien rapide depuis le 26 octobre dernier. Le dirigeant soudanais est venu rencontrer ses déplacés, inspecter les services mis en place dans les centres d'accueil et réaffirmer l'engagement de son gouvernement à garantir des conditions de vie dignes à ses compatriotes. En attendant, à Madagascar, le nouveau président de la Refondation aurait échappé à un coup d'État. 2 étrangers suspectés ont été arrêtés. L'information a été révélée par le nouveau patron des services de renseignement malgache à la suite d'une perquisition dans une grande propriété appartenant à l'un des suspects. Elle a permis de retrouver une importante somme d'argent en liquide ainsi que des armes à feu. Les 2 suspects dont l'identité n'a pas été dévoilée sont des opérateurs économiques résidant depuis au moins 5 ans dans le pays. Au même moment, la présidente indienne entame une tournée en Afrique. Elle est depuis samedi en Angola où elle restera jusqu'au 11 novembre pour assister aux festivités du 50e anniversaire de l'indépendance du pays avant de se rendre au Botswana. Cette tournée est perçue comme une volonté de New Delhi d'ancrer davantage sa présence sur le continent en mettant l'accent sur l'énergie et les ressources stratégiques. Un autre déplacement, c'est celui du président syrien par intérim Ahmed al-Shara aux États-Unis. Il s'agit de la toute première visite d'un chef de l'État syrien à Washington depuis l'indépendance du pays en 1946. Il doit être reçu ce lundi à la Maison-Blanche par son homologue américain Donald Trump. Lors de sa visite, le dirigeant syrien doit signer un accord pour rejoindre la coalition antiterroriste menée par les États-Unis selon l'émissaire américain pour la Syrie Tom Barak. C'est l'événement du jour. La 30e conférence des Nations Unies sur le climat s'ouvre ce lundi à Belém, aux portes de l'Amazonie brésilienne. Une conférence placée sous le signe de l'urgence. L'urgence car la planète est en voie de franchir la limite du réchauffement d'1,5 degré Celsius fixée par l'accord de Paris selon les scientifiques. Pour éviter une catastrophe, il faut alors mobiliser 1300 milliards de dollars par an. C'est l'un des enjeux de la COP30, nous dit Mohamed Sangari. Le monde a les yeux rivés sur Belém, porte d'entrée de l'Amazonie brésilienne, alors que s'ouvre la conférence des parties COP30. Ce n'est pas une COP comme les autres. Le choix de ce lieu poumon de la planète en proie à la déforestation et aux menaces climatiques confère à ce sommet une résonance et une pression symbolique immense. Le rappel des scientifiques est glaçant. L'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius est sur le point d'être franchi, non pas comme une perspective lointaine, mais comme une réalité temporaire imminente. Ce dépassement imminent n'est pas seulement un chiffre, c'est l'annonce du franchissement de points de bascule irréversibles, transformant la crise climatique en une catastrophe permanente. La COP30 n'est donc pas une simple réunion de négociation, c'est un examen de passage pour la crédibilité de l'action multilatérale. Les nations sont sommées d'accélérer massivement la réduction des émissions, notamment en s'attaquant au cœur du problème, la fin des énergies fossiles et la soumission de contributions déterminées au niveau national. CDN révisée et beaucoup plus ambitieuse pour 2035. L'urgence des réductions d'émissions se double d'une impérieuse nécessité financière. La mobilisation
gestion de 1300 milliards de dollars de financement nécessaires. Il ne s'agit pas seulement de subventions, mais d'une transformation complète des flux financiers mondiaux pour soutenir les énergies propres et renforcer la résilience des nations les plus vulnérables. La COP30, surnommée la COP de la vérité, est une arène où s'affrontent la nécessité de l'action climatique et les impératifs géopolitiques et économiques. Alors que certains pays s'engagent dans la transition, d'autres, y compris des puissances majeures, montrent des signes de recul, notamment face à la pression de l'industrie fossile. L'enjeu est clair, sortir de Belém avec un plan d'accélération concret et chiffré et une feuille de route financière crédible capable de transformer la rhétorique en action tangible. L'histoire jugera ces 2 semaines de novembre 2025 comme le moment où le monde a ou n'a pas trouvé le courage collectif d'éviter le point de non-retour. AES, actualité. Le Niger vient d'accueillir une réunion des ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel. La réunion a permis de réaffirmer la volonté commune d'œuvrer de manière coordonnée et concertée pour renforcer les capacités opérationnelles des armées de l'espace. On fait le point avec notre consoeur de la Voix du Sahel, Raïnatou Ibrahim Issoufi. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique d'intégration stratégique initiée par les plus hautes autorités de la Confédération des États du Sahel, traduisant ainsi leur engagement ferme en faveur d'une architecture de sécurité régionale autonome, efficace et durable. Était présent à cette réunion le ministre d'État en charge de la défense du Niger, le général d'armée Salifou Modi et ses homologues du Mali et du Burkina Faso. Plusieurs questions d'intérêt général qui s'inscrivent dans une dynamique d'intégration stratégique initiée par la Confédération AES ont été abordées. Au terme des travaux, divers points ont été énumérés, entre autres évaluer l'état d'avancement de la feuille de route indicative relative à la mise en place de l'état-major intégré de la force unifiée de la Confédération AES et de réaffirmer la volonté politique et stratégique des États membres de l'AES à œuvrer de manière coordonnée et concertée pour le renforcement des capacités opérationnelles. Dans le même cadre, les 3 ministres en charge de la défense de l'AES ont profité pour visiter le siège du poste de commandement de la force unifiée de l'AES que Niamey abrite. Les différentes cellules qui animent les opérations de la force unifiée, la logistique et les infrastructures réalisées ont été appréciées positivement par les ministres. La cérémonie de remise officielle des cadeaux aux ministres de la Défense du Mali et du Burkina Faso a sanctionné la fin des travaux. Ce geste d'amitié témoigne du renforcement des liens fraternels et de la volonté commune des États membres de l'AES de poursuivre leur engagement pour la sécurité et la stabilité du Sahel. Oui, la stabilité du Sahel, un autre défi qui se pose à l'espace, c'est l'accès à l'énergie. Depuis 6 ans, le Burkina Faso consacre toute une semaine aux énergies et énergies renouvelables d'Afrique. Décideurs, chercheurs et innovateurs discutent des défis et opportunités de l'énergie sur le continent à travers des expositions et panels. La vision partagée est de permettre à l'Afrique de maîtriser son destin énergétique. Le compte-rendu est signé Albéric Bachono de la radio du Burkina. La 6e édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d'Afrique est le lieu d'échange et d'opportunités d'affaires réunissant chercheurs, décideurs et entrepreneurs. La vision partagée est celle d'une Afrique maîtresse de son destin énergétique. Pour les premiers ministres, la CERA 2025 rappelle la nécessité vitale d'articuler de manière cohérente les politiques publiques dans 3 secteurs interdépendants, l'agriculture, l'énergie et l'eau. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le combat que nous menons est celui de la souveraineté totale. Souveraineté énergétique pour produire et distribuer une énergie accessible et durable. Souveraineté alimentaire pour nourrir nos peuples avec nos propres ressources. Souveraineté hydrique pour maîtriser et préserver notre or bleu dans un environnement de plus en plus aride. Ces 3 dimensions sont indissociables et nous ne pouvons plus nous permettre de les traiter séparément.
Durant ces 3 jours, plus de 1200 participants et exposants venus d'horizons divers partageront leurs expériences et présenteront des solutions innovantes pour bâtir une Afrique plus autonome, résiliente et solidaire. Cette année, le Burkina fait le choix d'une synergie d'action entre les secteurs de l'agriculture, l'énergie et l'eau, selon le président du comité d'organisation de la CERA 2025, Doulé Sanou. Aucune transition énergétique ne sera durable si elle n'alimente pas l'agriculture, si elle n'intègre pas la gestion de l'eau, tout simplement si elle ne répond pas aux besoins des populations. Du 7 au 9 novembre, la CERA est le lieu de dialogue pour les décideurs, experts et investisseurs et un espace d'exposition pour les entreprises. Le programme inclut également des conférences, des tables rondes, des expositions dédiées aux équipements énergétiques et un concours d'innovation. Dans l'actu des sports, on parle de football féminin avec la Ligue des champions d'Afrique qui se joue en Égypte. La deuxième journée des matchs de groupe débute demain mardi. L'ISFAS, après sa victoire sur les Équato-Guinéennes, 2-1 lors de la première journée, affronte les phares de Rabat à 16h temps universel. Coupe du monde des moins de 17 ans garçons au Qatar. La troisième et dernière journée de groupe se poursuit ce lundi avec au programme 8 rencontres. Voyons tout cela dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Foutigui Tunkara. Tournoi de pré-saison pour la mise en jambe des équipes de Bamako en vue du championnat national de football Ligue 1 Pro du Mali. Le premier tour de la Supercoupe Petrobama de la Ligue de Bamako se poursuit cet après-midi avec 2 rencontres qui se jouent en simultané à partir de 16h au stade Mamadou Konaté. Le 11 cratère de Nyarela sera opposé au FC Diarra, tandis qu'au stade Ouezin Koulibaly, l'Issois sera face à Lasco. Ce premier tour s'achève demain mardi avec le match AS Real Afé à 16h au stade Ouezin Koulibaly. Les vainqueurs de ces rencontres rejoindront au tour suivant les 2 grosses pointures du football malien qui se sont déjà qualifiés. Le Djolba AC a éliminé l'AS Guerrier du Mandé 4-0. Le stade malien de Bamako a écarté Derby Academy 1-0. Ligue des champions d'Afrique de football féminin, la deuxième journée des groupes commence demain mardi. Leader du groupe A, l'ISFAS championne du Mali, effectue sa deuxième sortie à 16h. Ce sera contre les phares de Rabat, finaliste de la dernière édition et vainqueur de l'édition 2022, qui était d'ailleurs la deuxième édition de ce tournoi. Alors, dans ce duel des militaires, une nouvelle victoire permettra aux néophytes de l'ISFAS pour leur grande première de se hisser aux demi-finales. Mais avant, à 13h, le FC Mazar d'Égypte jouera contre le 15 d'agosto de la Guinée équatoriale. Il y aura mercredi dans le groupe B, TP Mazembe Gabron United à 13h et JKT Queen à Sek Mimosa à 16h. Hier, la première journée du groupe B a été marquée par la défaite du tenant du titre, le TP Mazembe de la République démocratique du Congo qui a perdu contre la Sek Mimosa de Côte d'Ivoire 1-0. Dans l'autre rencontre du groupe, Gabron United du Botswana et JKT Queen de la Tanzanie n'ont pas pu se départager, score 0-0. Pour rappel, au compte de la première journée du groupe à samedi, l'ISFAS a réussi son entrée en compétition en disposant du 15 d'agosto de la Guinée équatoriale 2-1. Les FC Mazar d'Égypte et les phares de Rabat ont fait match nul 0-0. Mondial U17 Qatar 2025, la troisième et dernière journée des groupes se poursuit aujourd'hui avec 8 rencontres dans le groupe E, F, G, H. Dans le groupe F, la Corée du Sud joue contre la Côte d'Ivoire et la Suisse affronte le Mexique, coup d'envoi midi 30. Dans le groupe G, le Salvador fait face à l'Allemagne et la Colombie rencontre la Corée du Nord, coup d'envoi 13h30. On aura dans le groupe H, Zambie, Brésil et Honduras, Indonésie à 14h45. Dans le groupe E, Égypte, Angleterre et Venezuela, Haïti à 15h45. Cette troisième journée s'achève demain mardi avec Ouganda, France et Chili, Canada dans le groupe K à 12h30. Irlande, Paraguay et Ouzbékistan, Panama dans le groupe J à 13h30. Burkina Faso, Tadjikistan et République tchèque, États-Unis dans le groupe I à 14h45. Arabie Saoudite, Mali et Nouvelle-Zélande, Autriche dans le groupe L à 15h45. Les groupes A, B, C et D ont donné leur verdict hier avec les premiers qualifiés pour les 16e de finale. Il s'agit de Italie, Afrique du Sud dans le groupe A, Japon, Portugal dans le groupe B, Sénégal, Croatie dans le groupe C et Argentine, Belgique dans le groupe D. Au compte de la troisième et dernière journée ce dimanche, dans le groupe A, l'Italie a battu l'Afrique du Sud par le score de 3-1. La Bolivie et le Qatar se sont tenus en échec 0-0. Dans le groupe B, le Portugal a perdu contre le Japon 2-1. En course pour l'une des 8 places de meilleur troisième, le Maroc a été sans pitié de la Nouvelle-Calédonie, humainement humilié par le score sans appel de 16-0. Dans le groupe C, le Sénégal a laminé les Émirats Arabes Unis 5-0. La Croatie a dominé le Costa Rica 3-1. Dans le groupe D, l'Argentine a atomisé Fidji 7-0. La Belgique a disposé
imposé de la Tunisie 2-0. Basketball Africa League BAL 2026, l'élite 16 de la division Ouest débute demain mardi à Praia au Cap-Vert. Dans le groupe A à 20h30 temps universel, les Maliens du CRBT vont en découdre avec les Cap-Verdiens des Crioles SAR. La Jeunesse Club d'Abidjan sera aux prises avec ASB New Generation de la RDC à 18h30. Le reste du programme prévoit dans le groupe B, Moanda du Gabon, Alali Benghazi de Libye à 13h et Spintex Kinach du Ghana, New Tech Université Club de la Centrafrique à 15h30. Les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales croisées. Les vainqueurs de ces demi-finales décrocheront leur ticket pour la phase finale de la BAL 2026. Bien conscient des enjeux, le CRBT nourrit beaucoup d'ambition. C'est ce que nous a confié son entraîneur Abi Mokhtar que je vous propose d'écouter. Vraiment, notre ambition, c'est de se dépasser, de donner le meilleur de nous-mêmes, de se battre comme de vrais guerriers sur le terrain afin d'atteindre nos objectifs. Parce que, comme vous le savez, la saison 2026 BAL, il y a déjà 8 équipes préqualifiées, donc ça reste que 4 places. Et dans les 4 places par poule, l'élite 16, il n'y aura que 4 qui vont passer. Parmi les 4, notre poule, c'est 2 qui doivent passer. Donc nous allons mouiller le maillot, nous allons nous battre et voilà nos ambitions afin d'atteindre nos objectifs. Nous n'allons pas dire que nos ambitions sont mesurables, mais quand même c'est faisable parce que nous sommes un pays de basket, nous avons des grands joueurs et nous espérons vraiment arriver à nos objectifs. A précisé que les 4 équipes, dont 2 par division, qui se qualifieront et rejoindront les 8 autres équipes qualifiées d'office, à savoir les représentants du Nigeria, de la Tunisie, de l'Angola, du Sénégal, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Maroc et du Rwanda. C'était la page sport et c'était la signature de Fotigi Tunkara. Page sport qui met d'ailleurs un terme à cette édition, la deuxième de Mali Actualité, qui vous a été servie par Alou Koulibaly à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne et au micro Bourama Traoré. Ne décrochez pas, retrouvez juste après moi Fatim Damele pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous, où que vous soyez.